Bonjour. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien, on vient de finir de s'entraîner là. Ouais. En tout cas, moi, je voulais commencer par vous remercier de m'accueillir. Avec plaisir. Non, C'est vrai que vous donnez peu d'interviews aux médias Français. et étrangers. francophone. Voilà. Surtout média de boxe français, c'est encore plus rare. Donc Ouais. c'est bien pour toi, et c'est bien pour tout le monde. Je pense. Moi, je voulais commencer par votre enfance. Je me suis un peu documenté sur votre histoire. À la base, votre père il n'est pas venu en Thaïlande pour vous faire boxer ou il n'avait pas une passion de la boxe. Donc je voulais savoir si vous avez des souvenirs de ce fameux tournoi qui devait se faire, de comment votre père vous l'a annoncé. À la base, c'est voilà que nos parents ils avaient un hôtel en France et ils faisaient des activités kayak, sport d'aventure. Ils ont eu un gros ras-le-bol de la France, quoi. C'est comme ça se passe en France, quoi. Et ils n'ont pas voulu qu'on grandisse en France. Ils ne voulaient pas qu'on aille dans le système scolaire en France, qu'on rentre dans tout le système français, quoi. Du coup, ils cherchaient 2-3 pays, c'était entre la France et l'Afrique du Sud, la Thaïlande. Et Plusieurs pays. le Philippines, je crois, c'était Ouais. aussi. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc, on allait en vacances un peu partout. Pendant un mois, notre mère elle a choisi la Thaïlande. On y est resté combien de jours? Au début, c'est quoi? Un mois, je crois. Pendant 3-4 ans d'affilée, en fait, on venait en Thaïlande à peu près 2 mois par an. Notre père est resté plus longtemps, il est resté genre à peu près 6 mois. Donc il avait commencé à rester pour repérer. À la base, c'est pareil, c'est pour faire des sports d'aventure. Donc il a continué à faire des sports d'aventure ici, monter un hôtel. Et il a continué à faire ça pendant 3 ans. On faisait des allers-retours jusqu'au jour où on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste ou est-ce qu'on part? Et voilà, et on est parti. Tu parlais de ta mère, elle est cambodgienne. Non, Elle est moitié cambodgienne, moitié française. En fait, elle est moitié cambodgienne, moitié française, mais elle est née en France, quoi. Donc elle est française. C'est pour ça que vous avez des Elle est petits traits française. eurasiens, on peut dire. Sur ça, on a un quart. Donc vous êtes arrivé à quel âge exactement en On est Thaïlande? arrivé, moi j'avais Moi, je crois, 9 ans, toi, 12 9 ans, ans. et moi j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Et donc les premiers moments en Thaïlande, c'est 9 ans, 12 ans, c'est pas 3 ans et 4 ans, vous êtes Ah non, petit. Non, C'est-à-dire que vous avez vraiment pleinement conscience de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Non, en fait, au début, quand on est venu, pour nous, c'était les vacances. c'était du On s'en était pas rendu compte en fait que voilà, on allait habiter là. Ça a pris 6 mois quand on s'est rendu compte qu'en fait pendant 6 mois on n'était pas à l'école encore. On prenait des cours particuliers d'anglais pour apprendre à parler anglais et tout pour que ça soit plus facile dans le système scolaire. C'est ce qu'on pensait. Et après on est rentré dans une école thaï. Par contre dans l'école thaï c'était vraiment thaï, donc ça a servi à rien en fait l'anglais. 6 mois, 1 an à peu près presque 1 an. Et en fait pendant 1 an, c'était les vacances, quoi. C'était la plage. On kiffait, quoi, c'est trop bien. Et au bout d'un an à peu près, il a fallu revenir à la vraie vie. Et là par contre, ça a été l'école thaï, ça n'a pas été pareil après. Ça a été comment? Ça a été chaud. C'est pas facile. Après déjà, il faut dire que à la base, des gamins quand ils ont 12 ans, les gamins entre eux, ils sont je veux dire, les gamins ils se font pas de cadeaux. C'est normal, c'est partout dans tous les pays, c'est comme ça. Et le fait que nous en plus on soit étrangers, on était dans une école avec quoi, 2000 élèves, on n'était pas dans la même école. Au début on n'était pas dans la même. Moi j'avais quoi, 1500 élèves pour un étranger. Toi 3000, 4000, toi il y avait presque 3000 élèves, ouais. Et c'était pas facile. En plus on parlait pas un mot de thaï. Donc moi j'ai appris à parler thaï à peu près quoi, 3 mois à peu près. Lui il a fallu quoi, presque un an. Lui presque un an, et là c'était chaud. C'était vraiment pas facile. tous les jours à l'école. Lui il se battait tous les jours. Les gens ils parlent, en France on entend les gens parler de racisme, je peux vous dire qu'ils ne savent pas ce que c'est le racisme. Parce que nous, ayant grandi ici, étant gamin, aller à l'école ici, on sait vraiment ce que c'est le racisme. Ah donc là c'est vraiment un racisme concret, pur et dur, bête et méchant. Pur et dur. Ici, le premier truc qu'ils vont vous dire les Thaïs quand on n'est pas content, ils vont vous dire si vous vous n'êtes avez pas un problème, content, vous rentrez dans votre pays. C'est un problème avec n'importe quel Thaï. C'est À n'importe quel moment, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en être témoins s'ils ont déjà eu des problèmes avec des Thaïs. La première chose qu'un Thaï va leur dire, c'est rentre dans ton pays. T'es pas content, rentre dans ton pays. Et ça vous a pas traumatisé ça? Quand on était petit, quand on est petit, voilà, des fois les gamins ils disent des méchancetés pour un oui ou pour un non. Ouais. Mais quand on grandit, on s'en rend compte, voilà, quand c'est des personnes plus âgées qui vont le dire, c'est que ça nous remet à notre place. À des certains moments où voilà, on dévie un peu, on se rend compte que voilà, ils ont quand même raison. On n'est pas dans notre pays et on sera jamais dans notre pays. Et ça, quelque part, c'était dur, mais ça a été très bien en fait pour nous parce
parce que comme il a dit, ça nous a remis à notre place. On n'a pas oublié d'où on venait, qu'on était français, que les Thaïs ne feront jamais oublier d'où on vient, parce que pour eux, on ne sera jamais Thaï. Mais en même temps, ça nous a fait apprendre une nouvelle culture, ça nous a fait apprendre beaucoup de choses et d'autres valeurs que quelque part, c'est du racisme, mais c'est aussi du nationalisme. C'est beaucoup de nationalisme. C'est plutôt c'est plus du nationalisme. Ils sont fiers. Voilà. En fait, c'est pas. Et les Thaïs, ils vont pas aimer des étrangers qui essayent de faire comme des Thaïs, qui se font passer pour des Thaïs. Ça, ils comprennent pas, parce que comme ils disent, ils sont nationalistes. Il faut être fier d'où on vient. Donc nous, voilà, on comprend la culture Thaï, mais on ne se fait pas passer pour des Thaïs. Et on ne sera jamais Thaï. C'est vrai que ça vous a souvent été reproché sur les réseaux sociaux. Parce que les gens. C'est ce que les gens pensent. Parce que les gens savent pas. Comme il a dit, ce qui est respecté ici, c'est le fait de savoir d'où tu viens. Mais en même temps, bien sûr, il faut respecter la culture. Tu ne peux pas vivre dans un pays sans connaître et respecter la culture. Vous avez certains codes de Thaï, vous parlez souvent Thaï dans vos articles, vos vidéos. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à se dire ils nous ont abandonnés, enfin pas abandonnés, mais ils ont un peu oublié d'où ils venaient. Alors que là, mais pas forcément, c'est parce que voilà, pour ce moment-là de notre carrière en boxe à Thai Fight depuis quoi, ça va faire 4 ans, ça va faire, et la plupart de nos fans sont Thaï, donc on se doit de parler en Thaï, c'est logique. Si on a une carrière qui va bientôt se faire pour Glory, j'espère, en Amérique, on devra plus parler en anglais ou quoi, ça dépend de où se passe notre carrière, c'est normal. Donc c'est juste votre carrière qui a fait que et puis aussi le fait entre guillemets Thaï dans votre communication, parce que vous visiez les Thaï. Enfin, c'est pas vous les visiez vous, c'est vos fans qui étaient Thaï. Ouais, c'est ça s'est fait comme ça, et puis on a été obligé, voilà. Après on vit dans ce pays. On va pas parler à des Thaïs en français. On vit dans ce pays, c'est normal qu'on parle en Thaï. Et la boxe, elle est arrivée comment dans cet enfant? En fait, voilà, au bout d'un an, à partir d'un an où on était quelque part que tous les deux en train de s'amuser, deux gamins qui allaient à la plage, qui faisaient du vélo comme n'importe quel gamin dehors toute la journée. Au bout d'un moment, il y a eu un moment donné où on s'est dit, bon c'est bien les frères, mais au bout d'un moment on commence à... C'est pas quoi faire. On aimerait bien avoir d'autres copains. En fait, juste à côté de chez nous, il y a une petite école de boxe et on voyait des gamins qui couraient devant chez nous tous les matins, qui avaient à peu près le même âge que nous tous les matins, les soirs. Donc on s'est dit allez, on va aller vous trouver d'autres copains, quoi. Et c'est comme ça qu'on a suivi. Ça aurait été un terrain de foot, un terrain de volley ou n'importe quel autre sport. On aurait fait ça. C'était à la base, c'était juste pour avoir des. On n'a jamais voulu faire de la boxe. Voilà, c'était c'était rien, c'était pour s'amuser. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé dans le camp de boxe en se disant vas-y on va devenir boxeur professionnel, on ne savait même pas ce que c'était la boxe. C'était juste le fait d'avoir des copains, d'être plus social. On était 3 heures dans le gym par jour, mais en réalité on s'entraînait 10 minutes. Ouais voilà, c'est tout. Deux coups de pied dans le sac, on sautait partout, on courait partout, on jouait, c'est quoi, des gamins quoi. D'accord. Et les premiers combats sont arrivés. C'est après quoi 2 mois. Moi c'était plus tard. Moi j'ai fait un combat quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, j'ai fait un combat direct sans s'être jamais entraîné. Ils m'ont mis sur le ring comme ça. Mes parents ils étaient même pas là en plus, c'était moi qui allais. Tout seul, il est parti. Je m'étais échappé en fait de la chambre d'hôtel pour aller voir un combat de boxe qui était juste à côté de l'hôtel. Ils m'ont fait monter sur le ring, donc j'ai boxé direct, comme ça. Et après c'est 3 ans plus tard. Après toi vraiment c'était plus tard. Moi j'ai boxé plus tard. Toi il y avait quoi, une vingtaine, trentaine de combats déjà avant. Moi au bout de à peu près 2-3 mois direct j'ai commencé à boxer. Et t'as eu le... En fait, si tu veux, moi j'étais déjà beaucoup plus costaud que lui en fait. À la base, lui quand on est arrivé, il était vraiment physique. 20 kilos moi quand même pas 20 kilos. Du coup, mes parents ils étaient pas trop chauds pour qu'ils boxent. C'est la petite crevette. À 20 kilos, tu vois, alors que moi j'étais déjà beaucoup plus lourd. Donc ouais, moi j'ai boxé direct, mais bon après c'était. Enfin voilà, j'étais un gamin qui savait pas boxer. Donc ça veut dire que. Tu veux faire quoi, 40 kilos? Ouais, 40 kilos à peu près. Mais voilà, ça commence à faire mal. Et tous les combats qu'on a fait, ça a direct été 50 coups de full quoi, genre normal. Sauf que forcément c'était contre des gamins qui avaient le même niveau que nous, des gamins qui savaient pas forcément boxer au début. Du moins au début. Les gens pensent souvent que voilà, on va venir boxer en Thaïlande, on va boxer contre des Thaïs, c'est des tueurs. Pas forcément, les promoteurs. Ils vont pas vous faire boxer pour votre premier combat contre un gars qui a 200 combats. Et selon les endroits, et la plupart du temps non. Et les Thaïs ils sont pas nés tueurs. Ils ont tous commencé par leur premier combat. Après ils ont peut-être des aptitudes. Ils ont peut-être
pas forcément par rapport au climat, mais c'est juste le fait de voir des combats tout le temps. Du coup, pour eux, c'est inné de se dire, le coup de pied, il se met comme ça, c'est tout. La dureté de leur vie, entre guillemets, qui fait C'est qu'ils possible aussi. C'est pour ça aussi que maintenant, il y a beaucoup moins de bons boxeurs dans les jeunes générations. Parce que voilà, c'est plus facile, ils n'ont plus besoin de boxer, les gens. Ils travaillent, ils gagnent autant d'argent qu'un boxeur. Voilà. C'est comme nous, quand on était petits, ça nous a beaucoup appris pour ça, la boxe, parce que on n'avait pas d'argent de poche quand on était petits. Nous, si on voulait avoir de l'argent de poche, il fallait boxer. Nous, on n'a jamais eu d'argent de poche étant petit. C'est-à-dire que si on voulait des conneries, s'acheter des bonbons, s'acheter des trucs, et ben le fait qu'on boxe et qu'on gagnait quoi au début, on a gagné 300 bahts, 400, 500 bahts. 300 bahts, hein, le premier coup. Et c'était à l'époque, c'était beaucoup. C'était genre, quand tu as 12-13 ans, on avait cet argent, c'était notre argent. On faisait pleuvoir des bonbons. C'était la classe. Et d'ailleurs, vous n'avez pas du tout lâché l'affaire, vous aurez pu arrêter à 13, 14, 15 ans. Ça a continué plutôt bien pour vous, Lumpini, Raja, tu as même eu un titre, je crois, de meilleur jeune de l'année. Meilleur boxeur de... Meilleur boxeur de l'année du Lumpini. À ce moment-là, c'était une promotion qui passait sur la 5. C'était le seul occidental à gagner. Ce prix. En fait, c'était un bilan sur l'année. En fait, c'est les meilleurs résultats qu'il y a eu. Non, après on a continué. À la base, on s'est jamais vraiment dit on s'est pas dit on veut faire une carrière. Pour nous, c'était impossible. Dans la tête, c'était impossible d'arriver, ne serait-ce que de boxer à Bangkok, parce qu'on était des blancs. C'est tout. On pouvait jamais boxer. On avait quoi, une vingtaine de boxeurs dans notre camp. Il y avait des combats presque tous les jours, on y allait tous les jours avec notre mallette de boxe, avec la coquille, le protège-dents et le short, en se disant peut-être, s'il y a un mec qui se désiste, peut-être on va pouvoir boxer. Mais jamais les promoteurs... Maintenant, il y a tous ces stadiums, il y a Pattaya, ils ont 4-5 stadiums, à Phuket, il y en a... Maintenant, en tant qu'étranger, c'est facile. À l'époque, ils ne voulaient pas pas boxer. C'était méchant ou c'était parce que... Non, c'est parce que... En fait, c'était méchant. C'était aussi méchant, mais il y a aussi le fait que quand ils organisent des combats, c'est pour parier. C'est-à-dire que les combats, pour qu'ils parient, il faut qu'ils soient à 50-50. À la base, pour eux, tu es occidental, tu es moins fort. Ouais. Donc si tu es moins fort, ils ne peuvent pas parier. S'ils peuvent parier, il n'y a pas d'intérêt. Donc on ne fait pas boxer l'occidental. Donc en gros, on était le joker, quoi. Le gars, allez, il se désiste, bon allez, mets le blanc. Mets le blanc. C'est ça, c'est mets le blanc. Et voilà. Et ça a toujours été comme ça, on n'a jamais été prévu. Jusqu'à sur le tard ou jusqu'à un jour où j'avais boxé, c'était un ancien grand champion. Quand j'ai boxé, c'était très dur étant petit parce que moi je faisais déjà beaucoup de poids. À 15 ans, tu boxais à 65 déjà. Au début, j'avais 13 ans, je faisais 55 kilos. Et les gamins de 55 kilos, c'était pas des gamins. C'était genre, moi j'avais 13 ans et je boxais contre des gars qui avaient genre 18, 20, des fois 25 ans. Genre ils arrivaient contre moi, je me rappelle. Les mecs, ils avaient de la moustache. Ça fait peur. Ça me faisait trop peur. Les mecs, ils avaient de la barbe, de la moustache. Moi, j'étais un gamin, mais vraiment un gamin. Et du coup, à chaque fois, c'était pas facile. Et jusqu'au jour où, de fil en aiguille, à force de gagner des combats et de prouver, il y a un promoteur qui me demandait est-ce que vous êtes intéressé pour boxer au Lumpini. Alors pour nous, c'était genre, mais sérieux, genre, on va boxer au Lumpini pour de vrai. Et j'ai fait mon premier combat au Lumpini. C'était samedi après-midi. Pour Poplamouk. Pour Poplamouk, c'était d'ailleurs l'ancien promoteur de Boakra. Il y a Boakra qui était venu voir les commandes. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à boxer, à monter les échelons de fil en aiguille. Lui, il ne pouvait toujours pas boxer au Lumpini. En fait, ils attendaient qu'il prenne du poids parce que normalement, pour boxer au Lumpini, il faut faire, c'est quoi, 40 100 livres. Ça fait quoi, 45 kilos. C'est 45. Sauf que à l'époque, il faisait que 30 kilos. Et quand il boxait. Donc à chaque fois qu'il boxait, je venais avec lui et chaque matin qu'il se pesait, il me faisait monter sur la balance pour voir s'il était au poids. Si je montais ou pas. Et il a finalement fait son premier combat, mais à 36 kilos. 36 kilos, ouais. Son premier combat. En fait, ce qu'ils font faire, ça existe sûrement plus. Maintenant, je ne sais pas si ça existe toujours. Je me suis pesé à 36 kilos, mais il a fallu que je bois après 3-4 kilos d'eau pour se repeser au bon poids en fait. Ouais. Donc en fait, quelque part, c'est comment on appelle ça, comme du bizutage un peu. Du bizutage, c'est pour voir est-ce que tu as vraiment du cœur, est-ce que... Et après, le problème, c'est quand tu as bu 3-4 litres d'eau, tu peux plus manger. Après, t'as pas. C'est-à-dire, il a perdu le poids. Après, il a tellement bu qu'il ne peut plus manger jusqu'à en vomir. Je boxais à 36 kg, mais je faisais quoi, 42 kg en poids normal. C'était pour eux.
pour se reposer. Et après, de fil en aiguille, on a monté les échelons. Il a fallu boxer le premier combat, deuxième combat, après on passait combat vedette. Après passer combat vedette l'après-midi, on est monté sur les promotions après du soir on à la perd un télé. combat, on redescend en bas, après il faut remonter. C'est pas comme maintenant n'importe qui peut boxer au Lumpini, peut boxer pour ce titre-là, pour cette organisation-là. Maintenant c'est plus comme ça. En Avant, plus, si tu avais des connexions, c'était possible, alors que nous on n'avait pas de connexion. On était un petit camp pourri dans la campagne, en plus des blancs dans un camp sans nom, c'était genre impossible. C'est genre personne voulait nous. C'est pour ça qu'il y a eu Port Pramouk. Il y a eu Pop Lamouk et Pop Lamouk après. Pendant un an et quelques. Pendant un an et quelques, on s'est entraîné chez Pop Lamouk. Et on a boxé sur sa promotion, c'était sur sa promotion à lui. Après, on est passé à quoi? On est allé chez One Songshai. Après, on est passé de One Songshai à Pet Indy. On est resté avec Pet Indy pendant un long moment, jusqu'à ce que lui, il gagne ce prix, justement, à monter les échelons. Il boxait en combat vedette tous les mois à la télé. Et voilà, monté de fil en aiguille. Moi, j'ai fait des tournois, j'ai boxé. Après, voilà, comme nous, on n'est pas arrivé direct en disant on va vouloir boxer un tel ou un tel. On ne nous a pas donné le choix, on nous a dit il faut que vous prouvez. Nous on n'avait pas de choix, on n'avait pas le droit de parole, on faisait juste ce qu'ils nous disent. Et voilà, et du coup nous on a dû vraiment monter les échelons jusqu'à ce que moi j'arrive dans le top 10. Et là ça a été boxer le top 10 pendant quoi? Pendant un an et quelques où je restais à boxer le top 10. Tu as commencé à boxer à l'étranger un peu pour avoir des expériences différentes. Parce qu'aussi les salaires étaient plus élevés aussi. Voilà, c'est bien de boxer au Lumpini pendant un certain temps, c'est bien pour l'expérience et tout. Mais après, le problème, c'est que les salaires sont très bas et on peut pas en vivre. Le problème, c'est que les gens maintenant veulent boxer direct sur les grosses organisations en se disant ouais, je vais être connu, je vais gagner beaucoup d'argent et tout. Mais si on passe pas par ce circuit taille d'abord, on peut pas avoir l'expérience. En fait, c'était bien de passer pour te remettre à ta place en fait. Tu sais que si tu veux arriver quelque part, il faut le gagner. Tout se mérite. Et c'est ça que le circuit taille te fait apprendre quelque part, c'est que pour arriver à un certain niveau, à un certain salaire, il faut le mériter. Sinon tu l'auras pas. Les taille fight, les tailles pour y aller, ils doivent passer par la télé. Exactement. Il faut passer des échelons pour y arriver. La chose qu'on a reproché après au circuit taille, c'est qu'une fois qu'on arrive, comme moi où j'étais dans le top 10, on s'est dit, quand tu arrives à un certain niveau où tu es dans le top, il n'y a pas de reconnaissance. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était quelque part on était des chevaux de course. Ils s'en fichaient que tu gagnes ou que tu perds. C'était pas à propos de toi, ils voulaient jouer, c'est tout. Donc ça, si c'est pas toi, c'est un autre. Du coup, c'est pour ça que nous, on a eu un ras-le-bol au bout d'un moment et on s'est dit, bon, les gars, nous, on va aller faire des sous un peu et on a commencé à boxer à l'étranger. Et à la base, c'était même pas faire des sous, c'était la reconnaissance. Les gens qui viennent dans les stadiums, c'est pour voir du spectacle, pour te voir. Pas juste pour jouer, pour voir les boxeurs, pour voir le spectacle. En Thaïlande, c'est pas ça. En Thaïlande, c'est vraiment pour jouer. C'est exactement la même expérience depuis qu'on est tout petit. On boxait pas quand on était petit parce qu'ils pouvaient pas jouer. Et en fait, on s'est rendu compte que boxer en Thaïlande, dans ces circuits-là, que ce soit dans les villages, dans les petits stadiums de province ou à Bangkok, c'est pareil. Ils sont là que pour jouer, c'est tout. Ouais, voilà, vous avez vu qu'il n'y avait pas de sentiment. Non, il n'y avait pas de sentiment. C'est juste de l'argent. Comme on dit, on ne reproche pas le fait que ça a été super pour nous forger et gagner une certaine expérience, mais après, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, les gars, maintenant. Il y a un certain ras-le-bol. Voilà, au bout d'un moment, il y a eu un ras-le-bol. Exactement. Et justement, pas malgré, je vais dire malgré, actuellement, ça a été bénéfique. Quels étaient vos meilleurs souvenirs au sein des stadiums ou votre plus beau souvenir? Un combat, une victoire. Je veux dire, les gens, c'est la question qu'on a le plus souvent, c'est quel est ton pire souvenir ou ton meilleur souvenir? Ton meilleur combat, ton combat plus dur. Tous les combats. Bowie t'a marqué quelque part. Voilà, on va dire, il y a eu beaucoup de combats contre beaucoup de champions, que ce soit j'ai boxé contre Bowie, Yot Sinclair. Moi, mon souvenir, le meilleur souvenir que j'ai de toi, c'est le combat contre Bowie. Parce que c'est pareil, à l'époque, c'est le début où vraiment, il y a les étrangers qui commencent à boxer contre les bons tailles, où il leur laissait l'opportunité de boxer contre les bons tailles. Et Antoine, il avait boxé Bowie chez lui, à Suphan-Buri, c'était quoi l'anniversaire la fête des éléphants, je crois. Parce qu'en fait, il y a une fête tous les ans. Il avait gagné, ils avaient organisé le combat vraiment pour que Antoine y perde. C'était vraiment c'était le coup de grâce. Chez lui, c'était à son poids. Moi, j'avais beau perdre beaucoup de poids pour boxer. Mais en fait, à la base, moi, c'était quelque part mon rêve de boxer contre lui parce que j'avais boxé contre beaucoup de bons boxeurs. J'avais boxé Sayok déjà à l'époque. J'avais boxé beaucoup de bons boxeurs. Mais pour moi, il restait encore quelque chose à me prouver. Je me disais, c'est le plus gros frappeur à coup de poing, et je me suis dit, si je tiens et je gagne en face de lui, personne ne me mettra KO.
Pour moi, c'était un challenge personnel que je me dis, il faut que je le batte. Il n'y a personne Il faut au que je le gym batte. qui veut laisser Sauf que boxer. personne ne voulait que je boxe contre lui. Mais t'es pas assez fort, t'es trop léger, t'es pas assez puissant, il va te mettre KO en 2 rounds. Alors que pour moi, c'était mon challenge. Je voulais absolument boxer contre lui. Et du coup, ça s'est fait. Il y a eu cette opportunité où c'était pas fait pour que je gagne à la base. Et où j'ai gagné ce combat. Du coup, ça a été d'ailleurs mon premier titre mondial que j'ai gagné contre Bowie en Thaïlande. Ça, c'était un super souvenir. Après, il y en a eu beaucoup. Enfin, pour moi personnellement, ouais, contre Yot Senklai, contre beaucoup de Thaïs, on va dire, qui faisaient partie du top. Le bon souvenir, c'était de les boxer et en Thaïlande, chez eux. Ça n'a pas été de les amener dans un terrain hostile. C'est boxer chez eux. Si ça, c'est un problème qu'il y a en France, parce que voilà, maintenant tous les boxeurs qui ne sont pas passés par le circuit Thaï, les étrangers, ils veulent boxer directement contre les têtes d'affiche. Et à l'époque, c'était pas faisable. Si on n'était pas passé par le circuit Thaï avant, on n'avait aucune chance Quelque part, de boxer c'est pas mérité. Enfin voilà, c'est des connexions qu'il va y avoir où c'est mérité intérieurement, mais à ce niveau-là, ici en Thaïlande, il faut le mériter. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui vont dire des choses sur le Thai fight ou quoi, mais tous ces boxeurs-là qui boxent contre les champions Thaï, ils auraient aucune chance de boxer contre ces boxeurs-là à l'époque. Zéro chance, parce qu'il faut passer par un circuit avant. Et là, ils ont une opportunité de boxer. Ils peuvent gagner. Exactement. Voilà. Forcément, ils ne sont pas passés par le même circuit, donc ils ont 90% de chances de perdre. Mais il reste quand même 10% de gagner. Ouais. Et c'est une opportunité. S'ils gagnent, s'ils savent bien gérer leur carrière après, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas une Au moins, il y a cette possibilité d'ouverture. Après, il n'y a pas de pire souvenir au corps. On va dire tous les combats étaient bons. On a boxé les combats, on en a perdu, on en a gagné, on a boxé des gens très forts, des gens moins forts, des gens plus en forme, moins en forme. Toutes les expériences ont été très bien et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est au jour d'aujourd'hui. C'est justement toutes ces expériences qu'on a eues, que ce soit dans la boxe, en dehors de la boxe. Donc, toute cette carrière qu'on a eue jusqu'au jour d'aujourd'hui, la boxe, des moments marquants. C'est vraiment une école de la vie. Voilà, et d'être à l'étranger, c'est le plus. Ça, voilà. Justement, on parle d'adversaire, donc on a parlé du Thai fight. Vous avez répondu sans vouloir à des questions que je voulais vous poser sur la Thaïlande notamment. Le Thai fight, vous étiez déjà connu avant. Là, j'ai l'impression que ça vous a propulsé encore plus haut. En Thaïlande, les gens vous ont encore plus aimé, mais en Europe, on vous a encore moins aimé. On va dire que nous, on était arrivé à un moment de notre carrière, juste avant le Thai fight, où on s'est dit, pour moi personnellement, j'ai boxé tout le top, tout ce qu'il y avait à cette époque-là, je les avais tous boxés. J'en ai gagné, j'en ai perdu, mais quelque part personnellement, on n'avait plus de challenge. On s'est dit, le challenge pour nous, c'est quoi? On aime encore la boxe, c'est la boxe qui nous fait vivre au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de continuer des challenges qu'on n'a plus. Et justement, le Thai fight est arrivé, c'est ce qui nous a permis de faire ce qu'on voulait, c'était faire connaître la boxe au grand public. Ça nous a donné notre passion, la passion quelque part. Attends, on va attendre 2 secondes que ça. Quasiment zéro. C'est vrai que là, on est chez vous, on va dire. Dans le gym. Dans le gym. Ils viennent de finir de s'entraîner, les clients. Laissez discuter tranquille. Donc les gens peuvent venir s'entraîner 7 jours sur 7 ici. Ici, c'est ouvert tous les jours. On a 5 cours par jour. D'accord. Il y a des boxeurs amateurs qui viennent s'entraîner juste pour le fun, et après on accueille aussi des boxeurs professionnels qui viennent pour préparer des combats aussi. Yes. On s'adapte, les entraîneurs s'adaptent. C'est bon. Ouais. On était où déjà? Parce que là, j'ai On parlait du Thai fight du moment où vous avez signé. Ouais. Donc voilà, donc nous ça nous a relancé cette passion justement de pouvoir faire découvrir la boxe et le sport que quelque part qui nous a permis d'être ce qu'on est à tout le monde. Et ça a été ça qui nous a relancé cette passion. Et forcément, quelque part c'était une estrade pour pouvoir montrer ce qu'on savait faire. On sentait que nous-mêmes on avait quelque chose à montrer, mais il n'y avait pas d'endroit pour montrer. Et justement, quelque part, ça a été cette scène qui nous a donné l'opportunité de montrer ce qu'on pouvait faire. Je dirais pas sauver, mais avec le ras-le-bol entre guillemets du milieu des stadiums, là c'était le bon moment. Ça a été le bon moment et voilà. Et là, du coup, ça nous a aidé et propulsé quelque part à pouvoir montrer ce qu'on était. Et comme tu dis, après, il y a beaucoup de Français, comme tu dis, ou des personnes de l'étranger, justement, qui n'ont pas aimé quand on est rentré au Thai fight. Parce que pour eux, c'est différent, on sort du circuit Thai,
voilà, il est dans un show, ce qu'il pense être un show. Alors c'est pas un show, c'est juste une organisation qui est plus grande qu'une autre. C'est comme des combats de MMA de province et passer à l'UFC. Ouais. C'est juste que c'est plus grand, c'est qu'il y a des feux d'artifice en plus, c'est pareil. C'est un format qui est différent. Après là, il y a eu beaucoup de gens aussi qui nous ont découvert à Thai Fight, qui ne connaissaient pas forcément avant, et qui direct ont eu ce sentiment, genre pourquoi ils sont là, d'où ils sortent, Parce qu'ils ne connaissent pas notre parcours d'avant, et si on n'avait pas fait tout ce parcours avant, au Lumpini, et certains titres qu'on a décrochés, on ne serait pas en tête d'affiche au Thai Fight. C'est pour ça, comme j'explique, il y a les boxeurs qui viennent, les étrangers, qui ont l'opportunité de boxer contre les têtes d'affiche. C'est un circuit différent. C'est pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est que c'est un circuit différent. S'ils gagnent contre ces têtes d'affiche, peut-être ils feront partie du sein de l'organisation. Mais nous, on a fait un parcours différent où on a monté certains échelons pour arriver en tant que boxeur de l'équipe de Thai Fight. Alors là, pour nous, on estime qu'on l'a mérité. Parce que comme on l'a expliqué avant, on est dans un pays nationalisme où on va dire quelque part tout le public de la boxe, je suis sûr qu'il va regarder cette interview, quand il regarde un étranger boxer contre un Thaï, il va dire quoi? Le Thaï va gagner parce qu'ils n'aiment pas les étrangers. Donc dans leur tête, ils n'aiment pas les étrangers. Pourquoi est-ce que Thai Fight, ils nous ont choisis? On est des étrangers. Parce qu'ils sont censés pas aimer les étrangers. Pourquoi? Donc pourquoi nous? Pourquoi nous et pas d'autres? Pourquoi nous et pas d'autres? Pourquoi promotionner nous et pas les Thaïs alors? Ouais, c'est vrai. Là, ça s'appelle le fait que vous soyez blanc, beau gosse, que vous parlez le Thaï, qui les a aussi attirés. Le truc, c'est aussi qu'il y a des qualités pugilistiques derrière. Aussi, bien sûr. Après, voilà, c'est un ensemble qui fait le tout. Mais bon, après, si les résultats sportifs sont pas là, ils peuvent pas vous garder longtemps. Exactement. Ça n'empêche qu'au final, tous les à côté, toute l'image ou le reste qu'il y a autour, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. C'est les résultats sportifs. S'il n'y a pas de résultats sportifs, je pense pas que si les 2-3 premiers combats, on avait fait des mauvais combats, ils nous auraient pas gardé. Parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est de la boxe. D'accord. Pour rester sur le Thai Fight, parce que ça fait maintenant 3 ans que vous y êtes, il y a eu une très grosse critique sur le fait que des personnes disaient que vous preniez entre guillemets ce qu'on appelle des merguez, des sacs de frappe, que votre père faisait partie de l'organisation qui mettait des veto à droite à gauche. Après, le problème, c'est que c'est les Français souvent qui critiquent. On va dire 99% des gens qui critiquent, c'est les Français. Et pour les Français, si on ne boxe pas contre un autre Français, les autres pays sont nuls. Parce qu'ils connaissent que les boxeurs français, alors que des bons boxeurs de l'étranger, ils ne connaissent pas les autres. Il y en a des centaines et des centaines, ils ne connaissent pas. Après, voilà, pourquoi est-ce que j'aurais boxé Sayok alors? Pourquoi est-ce que j'aurais pris le risque de boxer Sayok? Pourquoi est-ce que j'aurais boxé Shanashai? Pourquoi est-ce que lui, il a boxé des adversaires contre qui il a perdu, des Occidentaux? Pourquoi est-ce qu'il a boxé beaucoup de super noms d'étrangers? Si quelque part on choisissait que nos adversaires, déjà à la base on ne choisit pas nos adversaires. Ils nous envoient un nom à peu près, on va dire 15 jours avant, on sait contre qui on va boxer, et c'est tout. C'est pas nous qui choisissons les adversaires, c'est eux qui s'occupent de l'organisation. Nous, du matchmaking, nous on n'a rien à voir. Nous on est boxeurs, on ne fait pas partie de l'organisation. Donc ça déjà à la base, nous ça n'a rien à voir. Après, il faut aussi prendre en compte que on va dire à 80% du temps, les boxeurs qui font boxer à Thai Fight, quand Thai Fight se passe en Thaïlande, ils prennent des boxeurs qui sont sur place. Donc ils essayent de faire avec les boxeurs qu'il y a sur place. Et après, de dire que les Occidentaux qui boxent à Thai Fight sont pas forts, déjà moi je trouve ça quelque part pas cool vis-à-vis des autres boxeurs, parce que quelque part c'est être irrespectueux. Et dans ce cas-là, tous les boxeurs français qui sont soi-disant les meilleurs en France, ça veut dire qu'ils sont nuls alors. Parce qu'ils ont tous boxé. Ils ont tous boxé, on va dire les 3 quarts. Plus des 3 quarts même, ils ont tous perdu. Ça veut dire qu'ils sont tous nuls aussi. Donc 80% du top français, ils ont boxé au Thai Fight. Alors quoi, ça veut dire qu'ils sont tous nuls? Non, pas du tout. Voilà. Donc voilà, il y a quand même aussi beaucoup de non-connaisseurs, d'un public qui connaît quelque part que les boxeurs de son propre pays, alors qu'ici, il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Chinois, beaucoup de boxeurs de beaucoup de pays qui sont très très forts. Mais après voilà, c'est la boxe, des fois ils sont pas ça veut peut-être dire aussi que c'est peut-être dur à dire, peut-être que les gens ne vont pas apprécier, mais ça veut dire aussi que le public français de boxe, ils ne sont pas assez éduqués, ils ne connaissent pas assez les boxeurs. Parce qu'il n'y a pas que les Français qui sont bons. Et ça veut peut-être aussi dire que ça veut peut-être, et si les mecs ils perdent, peut-être qu'ils ne sont pas assez forts. Et peut-être que c'est pas possible de trouver des mecs plus forts aussi. Parce que regarde, ils disent qu'ils veulent mettre que des pommes de terre, ils essayent de prendre les meilleurs occidentaux. La preuve, Youssef, il en a fait partie. Youssef, il a gagné contre Soutsakon. Ils essayent de prendre. Il y a eu Fabio Kuka qui a gagné le Thai Fight.
il y a eu Piscitello, il y a eu tous les boxeurs. Il y a eu le temps. Après, il y a des boxeurs, il y a des gens qui vont faire des fantaisies. Ah, je voudrais ce gars-là qui boxe, ce gars-là. Après, est-ce que les boxeurs vont accepter de boxer en Krachuak, accepter de boxer avec les coudes alors qu'ils boxent plutôt en Kawan dans leur pays? C'est les gens, c'est plutôt les gens qui écrivent des conneries sur internet qui s'imaginent des trucs. Il y a les gens en qui réalité, veulent des combats. ils sont pas dans le vif du sujet, ils savent pas. Il y a des gens qui veulent des combats, mais qui sont pas forcément réalisables aussi. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Justement, il y a des boxeurs français qui vous ont défié ou qui ont demandé, en tout bien tout honneur, de vous rencontrer. Ça s'est pas fait pour certains, ça s'est fait pour d'autres. Vous en pensez quoi? Nous, après nous, comme on dit, ce qui est de TIE Fight, c'est TIE Fight qui gère nos adversaires, ça c'est pas nous. Nous on a rien à voir avec les adversaires. Ça sert à rien. À la base, c'est pas. Vous en parlez de ça. À la base, déjà, on va le dire officiellement, déjà, ça sert à rien de m'insulter. C'est pas moi qui trouve mes adversaires. Donc déjà, m'insulte même pas en me disant, en me provoquant, parce que ça sert à rien. C'est pas moi qui trouve mes adversaires. Donc déjà, de faire de la provoque comme ça sert à rien. À la limite, si tu veux boxer contre moi ou lui, appelle le promoteur, appelle TIE Fight et pars avec lui. Mais parle pas sur internet. Ça sert à rien. C'est pas nous qui choisissons nos adversaires. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Et voilà. Nous, si c'est pour boxer, en ce qui est en dehors de TIE Fight, on pourrait boxer à l'extérieur aussi. Nous, après, si on ne trouve pas un certain intérêt à boxer contre un certain boxeur, on ne boxera pas. On va pas boxer. Si les salaires ne sont pas bien élevés pour nous, on ne va pas boxer. S'il n'y a pas assez de télé qui vont filmer, on ne va pas boxer. Si on sait qu'il y a tout qui est organisé pour qu'on perde, on va pas boxer aussi. À la base, c'est pas une question d'adversaire. C'est pas une question d'adversaire en disant on a peur de tel ou tel boxeur. Demain on met Superman en face, je dis je le défonce. C'est pas ça le problème. Tout boxeur, je pars dans la mentalité qu'aucun boxeur n'a peur de personne. Sinon t'es pas un boxeur. C'est pas vrai. Boxeur, il peut boxer contre tout le monde. N'importe quel boxeur, il a pas peur. C'est normal, c'est comme ça. Voilà, on est arrivé à un certain niveau où c'est pas un challenge de dire ah je vais boxer ce mec-là, il veut me boxer donc je le boxe. Des nouveaux gars, il y en aura tous les jours. Après chaque combat, il y aura un nouveau gars qui dira je veux boxer. Si on fait ça à chaque combat, on n'avance pas. Et le problème, c'est que la boxe n'avancera pas aussi si on fait comme ça. Nous, comme on dit, ce qui est important pour nous, c'est pas une question d'adversaire, c'est ce qui va se passer financièrement, au niveau médiatique, et l'adversaire forcément là va jouer un rôle dans le sens où est-ce que lui, il va être capable, avec nous, de monter ce combat? Est-ce que lui, il va être capable de faire venir des médias? Est-ce qu'il va être capable... Parce que si une personne, elle demande à boxer contre nous, c'est qu'elle n'a rien à perdre. C'est elle qui a tout à gagner. Et nous, si on perd, on a tout à perdre. Donc nous, on n'y gagne quoi? Si on ne gagne pas... C'est vraiment la question que vous posez quand... Nous, on n'y gagne quoi? Exactement. Nous, on y gagne quoi? Donc nous, il faut que nous, on trouve quelque chose à y gagner dans ce combat. Si on y gagne d'une partie ou une autre, on va le faire. Mais si on n'a rien à gagner... Après, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose que les gens n'ont pas forcément toujours compris, mais la boxe, c'est du business. C'est pas du sport. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer ça. La boxe, c'est du business, c'est pas du sport. La boxe olympique, c'est du sport. La boxe olympique, ce qui est important, c'est de faire que gagner. Parce qu'au final, il y a quoi? Il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est la médaille d'or. En boxe, ce qui est important, c'est faire du show, faire de l'audimat et gagner de l'argent, parce que c'est du business. C'est vrai que cette mentalité très business, elle arrive en même temps que le TIE Fight. Est-ce que c'est le TIE Fight qui vous l'a intégré en vous? Ou est-ce que ça un peu en vous de gagner Elle n'est pas arrivée en même temps que le TIE Fight. On a toujours eu cette mentalité. C'est pour ça d'ailleurs que le TIE Fight nous a contactés, parce qu'ils savent. Le TIE Fight nous avait contactés la même année que Pinka Boxer a gagné a gagné le tournoi la première année. Nous avait contacté pour qu'on rentre dans TIE Fight. Pour que je boxe dans TIE Fight. On n'avait pas voulu parce qu'on avait attendu. Nous, on avait estimé qu'on n'avait pas assez d'expérience pour y boxer. Donc on n'y avait pas boxé à ce moment-là encore. Et à la base, quand on boxait à l'étranger aussi, on boxait déjà pour un très gros salaire. On a toujours fait en sorte quelque part d'être rémunéré de ce qu'on pensait qu'on valait. Et voilà, on a toujours eu cet esprit-là de gérer notre image de par nous et notre père qui nous aidait à gérer notre image. Et on a toujours eu cette mentalité-là. Tu as parlé de ton père. Que je connais assez bien maintenant. Il a une mauvaise image en France, on peut le dire. Une mauvaise image chez certaines personnes, excuse-moi, je vais répéter ma question. Le Song Boxing Gym, les frères Pinto, le Serge Pinto, en France,
chez beaucoup de monde, chez beaucoup de personnes, vous n'avez pas l'image que vous avez en Thaïlande. On va dire, vous n'êtes pas adulé comme en Thaïlande. Voilà, c'est plutôt ce que je veux dire. Est-ce que c'est il y a eu des polémiques sur Internet, des personnes qui seraient venues au camp, parce que je n'étais pas là pour le voir, il y a eu des polémiques sur Internet. Bah, on va dire que quoi, nous on a été pendant un moment, on a été la tête de Turc, on a été le genre de personne pour qui ça fait bien d'être contre nous. C'est juste, ça faisait bien. C'est toujours le cas. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Je suis sûr, il va avoir 50 commentaires, ça va être la même chose. On a été pendant un moment le genre de personne où c'est bien d'être contre lui, comme ça a été le cas contre certains joueurs de foot, contre certains chanteurs. Et à un moment, c'était bien d'être contre Justin Bieber. C'était bien d'être contre lui, ça fait cool. T'es contre lui, t'es cool. Et à un moment, c'était comme ça pour nous. T'es contre les frères Pinto, t'es contre le père. Alors qu'ils ne nous connaissent pas. Alors que les gens ne savaient pas. Et ça a été comme ça pendant un moment, mais nous, quelque part, c'est passé très loin de nous. Pour nous, tous ces gens, c'est des ignorants. Les gens qui ont parlé, les gens qui ont mis des commentaires, des gens qui ont des problèmes en Thaïlande et dans les camps, il y en a tous les jours. Sauf que les gens, s'ils auront un problème dans un autre camp thaï ou un grand camp, ils ne vont pas aller parler. Parce qu'ils ont honte. Alors que s'ils ont eu un problème chez nous, direct, ils ont parlé parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des gens derrière eux pour dire « Ah ouais, vous avez vu », parce que ça faisait bien d'être contre les gens, voilà, c'est comme tu dis, c'est des vagues, hein, c'est les trois quarts des gens, c'est des moutons. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a l'autre personne qui va répéter « J'ai des sources sûres que un tel a dit que… » On va jamais en finir. Nous, on n'a jamais, ça nous a jamais stoppé. Mais quelque part, c'est bien aussi parce que ça nous a forgé aussi. Ça nous a forgé. Les gens pensent, je vais dire ça, ça va le détruire mentalement et tout, mais non, ça nous forge encore plus. Et quelque part, les gens ont toujours parlé de nous, en bien ou en mal, mais ils ont toujours parlé de nous. C'était le plus important. C'était plus important. C'est parce que nous intéresse, toutes les polémiques, elles sont pas faites. Elles sont pas forcément bien, mais quelque part, les gens ils parlaient de nous. On est toujours là. C'est vrai, vous êtes bien en plus. Et Serge, qui a été quelque part votre manager, n'a pas toujours été votre entraîneur. Toujours notre manager. Toujours votre manager. J'ai souvent lu, j'ai souvent entendu, même moi, je peux le dire, sans gêne, je me disais qu'à l'époque, sans leur père, ils seraient peut-être meilleurs ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais dire que c'est totalement faux. Si notre père n'avait pas été là, déjà on n'aurait jamais fait de boxe. Parce qu'on n'aurait jamais bougé en Thaïlande. On ne saurait jamais ce qu'on a été sans nos parents. Une fois qu'on est venu en Thaïlande et que c'était pour un business différent, ils ont après laissé tout tomber pour nous. Ils ont monté une école de boxe, ils ont arrêté tout leur business, ils ont tout fait pour nous, à parcourir des milliers de kilomètres en Thaïlande partout. C'est pas que pour nous, c'est pour tous les boxeurs. On avait une dizaine, vingtaine de Thaïs, ils faisaient des milliers de kilomètres en voiture pour les amener. Et on touchait pas, ils touchaient pas, on gagnait pas un sou sur les boxeurs. Jamais pris un sou sur les boxeurs, rien. Après voilà, les gens qui vont nous dire ils font ça pour le business, ils aiment pas la boxe. Et on en a fait, on a fait un camp de boxe professionnel pour l'équipe pendant 10 ans. Sans nos parents qui ont tout donné pour nous et encore qui donnent tout au jour d'aujourd'hui, on ne saurait pas ce qu'on est. Donc les gens qui parlent et qui disent sans lui vous serez, on est une équipe, on est les doigts d'une main, on est tous soudés et c'est pour ça que quelque part je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait jusque-là. C'est justement grâce à cette équipe. On n'a pas toujours été d'accord avec ce que notre père a dit, il disait, ça c'est clair et net. Mais voilà, comme il dit, on est une équipe, on a su communiquer ensemble. Exactement. Nous, on a dit des conneries, lui, il a dit des conneries, beaucoup de gens disent des conneries, on n'a pas forcément toujours raison, on s'est parlé, on s'est contredit, il y a eu aussi pendant un long moment, on connaît pas tout, on sait pas tout, on fait des erreurs comme tout le monde, il a fait des erreurs comme tout le monde, c'est comme ça, c'est normal, on apprend, on fait des conneries, on répare, on apprend, on essaye d'être une meilleure personne et on avance et c'est tout. D'accord, justement, on parlait du fait que vous soyez arrivé à ce niveau-là de reconnaissance ici, entre guillemets, de célébrité. On était à Bangkok il y a 2 semaines ensemble, il y a des gens qui venaient, qui nous prenaient en photo, on voit bien que sur les réseaux sociaux c'est incroyable. Je crois que sur Instagram vous avez 200 000 followers chacun, chaque photo c'est minimum 7 000, 8 000 likes, minimum, vraiment minimum, ça va jusqu'à 20 000 parfois. Vous êtes les boxeurs étrangers, je pense, toute compétition, toute art martial confondu, qui fait le plus de buzz sur internet. Vous n'avez pas une pression journalière vous gérez comment ça psychologiquement? Ça déjà c'est notre père qui nous l'a appris parce qu'il nous a toujours dit depuis tous les réseaux sociaux qui sont arrivés, Facebook, tous ces trucs là, Instagram, il faut faire attention à ce qu'on poste et ça c'est bien pour les jeunes boxeurs. Tout ce que vous postez au jour d'aujourd'hui,
faut pas poster n'importe quoi, hein, parce que tout ce qu'il y a sur internet, on peut jamais l'effacer. Donc voilà, si, on ne sait pas, hein, peut-être dans 5-6 ans, la personne est super connue. Et tout ce qui a été posté avant, ça n'a pas été dur parce qu'on l'a appris. Et comme il dit, c'est notre père qui nous a toujours appris et qui nous a toujours dit poste pas ça, efface ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. Et je pense, comme il a expliqué, c'était très énervant quand en tant que jeune, tu veux tout poster, tu veux dire des insultes, tu veux répondre aux gens. Tu veux répondre aux gens. Et non, il nous a toujours, c'est quelque part lui qui était devant, qui était le bouclier, qui prenait tout quelque part en pleine face pour nous protéger à nous. Et nous, on a appris justement à gérer ça, à gérer les réseaux sociaux, à gérer notre image, à faire attention à tout ça. Et comme il dit, c'est bien quelque part, je pense, pour les jeunes boxeurs, les nouveaux boxeurs qui vont regarder et vouloir faire carrière, ou même pas que les boxeurs, mais pour tout le monde qui sont en train de chercher un job ou n'importe quoi. Faites gaffe à ce que vous postez. Faites gaffe à ce que vous postez parce que en tant qu'employeur, la première chose, quand quelqu'un il vient ici, quand il vient chez nous, la première chose, quand un employé vient, il demande du travail, la première chose que je fais, c'est je tape son nom sur Facebook. On va voir quelque part quel type de personne il est. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui a toujours fallu, qu'on a toujours appris à gérer et petit à petit, ça a augmenté. On a eu de plus en plus de likes, de personnes qui nous suivent, il y a eu de plus en plus de buzz, mais quelque part, c'est vevenu petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain. Donc on a toujours appris à gérer ça. Il faut entretenir son image, là. Après, ça vient pas du jour au lendemain. Après. Vous venez de donner un conseil aux boxeurs français concernant leur image, de manière plus générale. Je vais laisser au frère. C'est Pinto ou Pinto vous dites? Normalement, c'est Pinto. En français, c'est Pinto, mais en portugais, c'est Pinto. Ouais. Finalement, c'est d'origine portugaise. Donc normalement, c'est Pinto. On dit un sapin, on dit pas un sapine. Ah ouais, c'est vrai. Normalement, c'est Pinto. Vous avez donné un conseil de comment gérer son image, de faire attention à cela. Je vais laisser l'occasion au frère Pinto, parce que c'est de donner des conseils aux boxeurs français. De manière générale, des mecs qui veulent percer, qui veulent peut-être devenir. Voilà, après, c'est même pas pour la boxe, c'est dans n'importe quelle chose qu'on veut faire dans la vie, ça peut être un autre sport. Hein. Il faut y aller à fond. Il faut se donner à fond, et si on a un rêve, il faut continuer à rêver. Et il faut pas penser que le rêve va se réaliser du jour au lendemain, il faut travailler pour. Il faut travailler, il ne faut pas arrêter s'il y a des coups durs. Il y aura toujours des gens qui essayeront de mettre des bâtons dans les roues, ça c'est normal, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut continuer. Et après, ça marchera. Il ne faut pas flamber, il faut garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, parce que on monte vite, mais on descend vite aussi. Il faut en prendre. Il faut rester avec les bonnes personnes. Les personnes qui étaient là depuis le début. Moi je pense personnellement qu'il y a 3-4 personnes dans une vie qui sont très importantes, il ne faut pas les perdre. Ouais. Si on les perd, c'est fini. Les Thaïs, ils ont cette chose, cette croyance qui disent que dans chaque vie, chaque être humain, il a 5 personnes qui vont être les plus importantes de leur vie. Ce n'est pas forcément des personnes de leur famille, ça peut être des amis, n'importe quoi. Et quand tu as perdu ces 5 personnes, c'est fini pour toi. Tu as perdu toutes les occasions de réaliser ce que tu veux dans ta vie. Je sais qu'il y a une personne importante pour toi, c'est plus pour toi, Victor. Zaza, je pense qu'elle est importante. Ah oui, ça fait quoi? Ça fait copine, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ça va faire 8 ans. Moi je me souviens même parce que j'aime la boxe depuis 4-5 ans, à peine. Avant, t'aimais pas. Non, j'aimais pas. Avant, il regardait la boxe en haineux aussi. C'est en fait les premiers boxeurs que j'ai connus, c'était vous. C'était par rapport à M6 en fait. Le reportage sur M6 et il y avait ça dedans. On la voit déjà dedans. Donc moi à l'époque je confondais même, je disais Pinto, mais je confondais Pinto et Pinka. J'avais pas mon pote qui me parlait de boxe et tout. Pas mal le reportage. mais pour te dire la vérité, je connaissais que dalle. Moi c'est comme aujourd'hui je te parle de curling, t'en as rien à foutre. Moi j'en avais rien à foutre. J'avais un pote qui était ultra passionné de moi, donc il me parlait, il me disait j'ai vu les frères Pinto ou Pinka, tu m'as dit à la télé, et elle était déjà là. En fait elle est toujours là, et en plus elle boxe. Ah mais c'est bien pour nous justement parce que c'est une boxeuse et c'est le problème que beaucoup d'athlètes ont ce problème-là parce que elles n'arrivent pas à comprendre leurs copines qu'ils n'ont pas de temps. Un boxeur professionnel n'a pas de temps pour sa copine et
parce qu'il doit tout le temps s'entraîner. Quand il dort pas, il doit se reposer, il doit manger à la bonne heure. Il peut pas sortir parce qu'il doit se reposer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand il a fini une échéance, il y en a une autre, donc il peut pas se lâcher aussi parce qu'il faut qu'il garde son rythme de vie. C'est bien pour elle parce qu'elle aussi c'est une boxeuse. Elle a été championne du monde aussi. C'est la première taille à être championne du monde, première fille à être championne du monde en 51 kilos. Et elle comprend tout ça. C'est déjà un avantage. C'est pareil. Il se défonce. Ça c'est marrant pour moi. Non, elle fait partie de la famille. Pour moi, c'est comme une petite sœur. Elle était vraiment là depuis le début. Moi, je la connais depuis vraiment c'était vraiment une gamine encore à l'époque. Elle était encore dans sa crise d'adolescence. Elle est toujours dans la crise d'adolescence. Elle est toujours dans sa crise d'adolescence. C'est comme on dit, il y a des personnes importantes et je pense que quelque part d'avoir ces rapports sentimentaux, c'est très important aussi dans la vie d'un boxeur. Quand il y a des coups durs, quand il y a des moments où elle comprend. Exactement. La déception. Mais ça aussi, c'est vraiment un truc de taille aussi. Hein, les tailles, il faut pas, on gagne, il faut gagner. C'est pas, des fois on peut pas toujours gagner, des fois on perd et voilà, on gagnera le prochain, c'est tout. C'est vrai qu'on voit peu de messages de vous qui disent j'ai perdu. Nous on a perdu, c'est la boxe. Il y a un moment, on se donne, on fait tout, on se donne les moyens à 100% pour gagner. Mais des fois tu gagnes pas. Comme on a dit, quand j'ai boxé contre Sayok, j'ai fait tout pour gagner, sauf que c'était pas le jour. Ce jour-là, j'ai perdu. On va pas trouver des excuses qu'on a perdu. J'ai perdu parce que il y a eu ça. L'adversaire, c'est pareil. Il était malade 2 jours avant, peut-être qu'il a eu ça, il a eu ça, mais c'est pas pour ça que même s'il avait perdu, il va tout déballer sur Internet en disant j'ai perdu parce que j'étais malade. Dès lors qu'on prend le combat, il n'y a plus d'excuses. Les deux, ils sont ex aequo. Sinon, dis tes excuses avant. Ouais. Ça, voilà. Oui, et on n'a jamais dit d'excuses alors qu'on pourrait en on a eu beaucoup de cas, même au Thai Fight, on a eu beaucoup de cas, on était malade, on était blessé avant et tout, on a boxé, on en a gagné, on en a perdu, on n'est pas dit, on n'est pas allé se plaindre en disant j'ai perdu parce que il fallait annuler le combat, on a toujours le choix d'annuler un combat. Et là, en parlant de combat, il y a un truc que vous avez fait qu'au début j'ai pas spécialement compris. Alors moi, ça a permis de répondre à certaines personnes sur le fait qu'il y a des adversaires. C'est qu'il y a Glory qui vous a signé. Ça fait quoi? Normalement, on a signé quoi? Ça fait 2 combats, 2-3 mois. On a signé pour 2 combats. Le premier combat, normalement, c'est en janvier à Los Angeles, c'est ça? Los Angeles. Je crois que c'est à Los Angeles. Peut-être que ça va changer, on verra. Là, c'est un gros changement, parce que là, c'est pas le même sport, quoi. C'est comme comparer le tennis et le ping-pong, quoi. C'est un sport totalement. Voilà, et comme on disait, pour les gens qui se disent qu'on a peur, qu'on veut pas de challenge, on va tous les deux partir dans un nouveau sport. On n'a jamais boxé en K1 ou en kickboxing de notre vie, on a toujours boxé en Muay Thai. On va partir dans un nouveau sport et dans des nouvelles catégories. Lui il boxe en 61, là il va boxer en 65 au Glory, moi je boxe en 72 et là je vais monter à 77. Et là ça va être contre le top. On peut pas se cacher. Le projet du Glory, est-ce que là il y a 2 fights, c'est des super fights je suppose. Est-ce qu'à l'avenir on va devoir contre Adam Chou, contre Nicky Holsken? Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas, c'est le but d'ailleurs. Si on boxe à Glory, c'est pour être champion. C'est ça qui nous intéressait aussi parce que Glory pour nous c'est la seule organisation en ce moment qui est valable parce qu'il y a un vrai ranking. Il faut gagner chaque boxeur pour monter dans les échelons et être numéro 1 pour boxer pour la ceinture. Alors que la plupart des ceintures, on va dire 100% des ceintures de boxe thaï, si on a une bonne connexion, on boxe pour la ceinture. C'est tout. Alors que là on est là, en fait ça revient à peu près pareil maintenant. Une fois qu'on est au Thai Fight, on est arrivé à un stade, on a l'impression un petit peu de stagner et on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait aller plus loin parce que là c'est bien, mais au niveau national en Thaïlande, mais au niveau international ça commence à stagner et quelque part on a besoin d'une nouvelle scène, d'une scène quelque part pour s'exposer internationalement. Et là le Glory avec l'UFC Fight Pass et les nombres de télé qu'ils ont, quelque part c'est une nouvelle scène pour nous, c'est une nouvelle porte ouverte. Exactement. Et c'est une opportunité aussi pour faire évoluer la boxe thaï, pour faire connaître le sport. Évoluer la boxe thaï et quelque part si nous quelque part on arrive à faire évoluer le sport et à monter, ça va être bénéfique pour toutes les personnes qui sont dans le monde de la boxe.
Vous n'avez pas peur des skills du K1, d'éviter. Comme je l'ai dit, les boxeurs, ils ont peur de rien. peur de rien. C'est juste qu'il va falloir, voilà, il va falloir s'adapter. On a une Pour très ça, très bonne on a équipe. commencé à s'adapter en montant de catégorie au Thai Fight aussi, justement pour s'adapter. On va dire, tous les combats jusqu'à la fin de l'année qu'on va avoir en Thai Fight, c'est plutôt On est en pour train de se s'adapter, préparer. On essaie de changer notre style, mettre moins de coups de coude, moins de projection, on n'attrape plus les jambes pour justement pour se préparer pour boxer en K1. Donc tous les trucs, on les fait quand même, on essaye du moins de les faire intelligemment. On s'était arrêté depuis décembre dernier, ça faisait un arrêt d'après 6-7 mois qu'on a fait où on a pris du poids petit à petit en s'entraînant. On a une très très bonne équipe avec nous, des préparateurs physiques, notre équipe forcément de boxe avec qui on est depuis le début, nos entraîneurs, et voilà, on essaye avec le support qu'on a de s'adapter, de se préparer pour le boulot. C'est pas pour nous, c'est tout le monde qui essaie de s'adapter parce que pour les entraîneurs c'est pareil, c'est les entraîneurs de boxe thaï. Donc eux aussi on essaie de les éduquer aussi en leur montrant beaucoup de combats de kickboxing, de K1 pour qu'ils s'adaptent et ils rentrent dans cette mentalité là aussi. Donc vos entraîneurs du Pinto Fight Studio qui Pinto, était Pinto. Pardon, excusez-moi, sur le boxing. Bien sûr. Dans un gym, on est dans un gym qui est ouvert à tout le monde. Qui est ouvert à tout le monde, que ce soit les pros, les amateurs. À la base, nous, en fait, on avait beaucoup de jobs à Bangkok et le fait qu'on était un petit peu loin, c'était pas forcément facile à chaque fois de voyager. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on va bouger, on va venir à Bangkok et tant qu'à venir à Bangkok, autant monter notre propre gym. Sauf qu'on est venu avec la même équipe, avec les personnes avec qui on est depuis le début. On est resté avec les mêmes entraîneurs. C'est eux qui nous ont aidés à devenir ce qu'on est au jour d'aujourd'hui. Du coup, ils sont venus avec nous. On a des entraîneurs en plus, bien sûr, qu'on a formés et qu'on a formés pour qu'ils s'adaptent au nouveau type d'entraînement. Et voilà. Le mot est passé. Pour toutes les personnes qui viennent à Bangkok, peuvent venir au Pinto Fight Studio. C'est ouvert tous les jours. Bim, c'est ouvert tous les jours. Sauf que le gym s'appelle Pinto Fight parce que c'est international. et voilà, c'est ouvert tous les jours, que ce soit pour les pros, les amateurs. Nous, on est là presque tous les jours. On s'entraîne tous les jours. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah, nous on peut rien souhaiter, il faut nous souhaiter à nous. Non, mais qu'est-ce que justement on peut vous souhaiter la réussite? Ouais, de ne pas être blessé, on va dire. Parce que Vraiment, ça c'est à chaque combat. Hein. Ouais, on va dire que la chose qu'on peut souhaiter à tout athlète, c'est de ne pas avoir de blessures, parce qu'il n'y a rien de pire que les blessures. L'année dernière, ça a été, je crois, la pire année pour moi au niveau des blessures. J'espère que cette année ça va aller mieux parce que là ça commence un peu mal. Mais bref, j'espère que ça va aller mieux. Et voilà, je pense que c'est la seule chose qu'on pourrait nous souhaiter. Après, nous on essaie de faire de notre mieux et donner toute notre personne pour réussir. Le mot de la fin, un message au public français. Merci à toutes les personnes qui ont regardé. Je crois que c'est le premier, comme j'ai dit, c'est le premier interview qu'on fait pour le monde du Muay en France. Ouais. Et voilà, et j'espère que ça vous a fait changer votre image sur les frères Pinto. Et merci. Ouais, voilà, c'est ça. Merci pour tous les messages. On reçoit quand même beaucoup de messages en français. Désolé si on ne répond pas forcément parce qu'il y a quand même beaucoup de messages. Désolé si on ne poste pas plus en français. On essaiera, je pense, un peu. Toi, tu essayes un peu de poster plus en français. Ouais. Et voilà, merci pour les messages de soutien. Et voilà. On voit tout, même si c'est pas parce qu'on répond pas qu'on voit pas. Ouais. D'accord. Merci à vous pour cette interview. Avec plaisir, merci et merci Lagdar pour ton interview. Et il faut qu'il y ait des reporters comme ça pour que la boxe avance. Ouais. Et n'oubliez pas, si vous avez regardé cette interview et que vous avez fait cher, likez la page du Journal du Muay. Merci. Merci à toi Antoine, merci à vous.